Et vous le savez, ce générique, ou disons ce jingle annonce bien sûr la revue de presse et nous partons pour débuter avec la cohésion ce matin. Le journal La Cohésion affiche à sa une reprise de la route Sakwense Koudougou, le ministre Adama Luc Sorgo sur le terrain. Réunion des sociétés nationales d'électricité de l'AES, la sécurisation de l'énergie électrique au cœur des échanges. Mali, le président Assimi Goïta rencontre les chefs militaires. Ministère de l'Éducation nationale, Panga Abdulkader Kondombo, désormais directeur de cabinet. L'ethnie Sénoufo, un concentré de richesses culturelles à préserver. Gestion foncière à Bobo, mise en garde du PDS aux immobiliers. Toujours à la une de la cohésion ce matin, enlèvement de Rasmane Zidnaba, le ballet citoyen exige sa libération. Journée internationale de la langue maternelle, préserver la diversité linguistique. Air protégé, le ministre Barrot échange avec la fondation Savane Ouest africaine. Nous découvrons à présent la une du citoyen. Le quotidien d'État affiche à sa une ce matin souveraineté énergétique dans l'espace AES. Les sociétés nationales d'électricité renforcent leur collaboration. 7e édition du CIAL. L'impact de la crise sécuritaire sur le secteur sylvo-pastoral en débat. 8e Forum international du travail, le ministre d'État Bassolma Bazié à Saint-Pétersbourg. Centre universitaire de Manga, le ministre Adjima Tiombiano échange avec les acteurs. Bafon de Douna et Sendou, le ministre Sombier mécontent de l'état d'avancement des travaux. Sécurisation du territoire, des communes retrouvent la quiétude dans le Nayala. Toujours à lire à la une donc de Sidoya dans la rubrique On murmure. CHR de Zignaré, une femme opérée d'un kyste ovarien de 4,85 kg. Saba, il enceinte sa belle-fille. Service du budget, la masse salariale au cœur de l'Assemblée annuelle. Nouvelle du front, le 10e BIR livre une violente bataille avec des terroristes à la boucle du Moon. Mercure, un voisinage difficile. À présent, c'est aujourd'hui au Faso qui nous accueille pour la suite. Et aujourd'hui, au Faso parle aujourd'hui de la coopération Burkina avec les autres pays. Vous pouvez lire à la une de aujourd'hui au Faso Russie et Burkina, un partenariat exalté et sécuritairement percutant. France-Burkina, un divorce réversible. La question est posée à la page numéro 13 de Aujourd'hui au Faso. Turquie-Burkina, entre le Bosphore et le Kadiogo, ça coule de source. Société d'électricité des pays de l'AES, les acteurs en conclave à Ouagadougou sur les défis énergétiques. Au fil de réminiscences journalistiques ou ceux qui nous ont formés ou inspirés. 10e anniversaire des félicitations venues de la présidence du Faso. Et vous pouvez lire bien sûr toujours à la une aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, IB, l'espoir d'un pays. C'est la lettre de l'éditeur à retrouver à la page numéro 3 de Aujourd'hui au Faso. Le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État, ministre de la Communication à l'occasion des noces d'état de Aujourd'hui au Faso. Je souhaite que le journal continue de grandir et qu'il demeure dans le professionnalisme. Nous partons avec le journal L'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin insécurité dans la COSI. Je ne suis pas dans le secret militaire, mais quelque chose ne va pas. C'est donc une déclaration de Pangassi Abdias Koulibaly, chef du village de Bagala.
Fourniture d'électricité, les pays de l'AES fédèrent leur énergie. Coût du Hajj 2024 revu à la baisse. Offensive sylvo-agropastorale, la résilience est dans le pré du moins. Développement holistique des jeunes et des enfants, une compassion qui dure depuis 20 ans. Épidémie de rougeole, les enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés. Et sur la situation nationale, l'Obs affiche ce matin, comme ça, demander plus de sécurité est devenu un crime de lèse-majesté. Point d'exclamation. Et maintenant, nous terminons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin fourniture d'électricité. Les pays de l'AES se concertent en vue de stratégies communes de sécurisation. Interpellation de Rasmane Zinaba. Le balai citoyen exige toute la lumière. Cholestérol. Les pires viandes à éviter. Ce sont donc les conseils diététiciens à retrouver à la page numéro 9, les conseils donnés par Yasmine Diète. Toujours à la une du Pays ce matin, carême chrétien, les 3 piliers à retenir. Polémique sur le changement de format de l'acte de naissance, le ministère de la Justice rassure. Hajj 2024, le coût revu à la baisse. L'ONABE, l'allée François Sawadgo décroche la somme de 62 588 500 francs CFA. Révélation, transition politique au Burkina, l'UFP pour la convocation d'assises nationales. Actu Foot Côte d'Ivoire, Gasset défend son bilan. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire donc et lire à la une des différents quotidiens que nous avions sous la main ce matin. On vous invite à vous procurer des journaux histoire donc de lire les différents titres qu'on retrouve à la une de ces journaux. Pour la suite, nous allons maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo du jour. Il s'agit, la 8e édition, c'était d'ailleurs le week-end passé. On va parler de tout ça avec notre invité. Il s'agit de Alexandre Legrand Wamba, dit le Ramangolais. Donc, si vous voulez, le sortissant de Ramongo. Alexandre Legrand Wamba, du moins, bonjour à vous. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Merci bien. Beaucoup certainement entendent ce nom, mais ne connaissent pas forcément donc, la personne. Mais c'est un nom qu'on entend dans le milieu du journalisme depuis longtemps, de la communication depuis longtemps. C'est quand même combien d'années d'expérience dans ce milieu? Oui, ça fait quand même plus de 34 années d'expérience. Ah, waouh! Voilà. Certains n'étaient pas nés. Oui, tout à fait. Ok, ça c'est super. Ça veut dire que le métier n'a plus de secret pour vous? Ben, on peut le dire ainsi, mais on ne finit jamais d'apprendre. Et au quotidien, nous essayons de faire mieux que de par le passé. Et je rappelle que vous êtes par ailleurs président de l'Union catholique africaine de la presse. L'univers de la presse, l'univers des médias, vous avez vu son évolution, hein, parce que 34 ans dans le métier, vous avez vu son évolution jusqu'à présent. Comment, en fait, vous pouvez qualifier la presse burkinabé aujourd'hui? Il faut déjà se féliciter de la position qu'occupe la presse burkinabé, parce que si vous regardez dans l'univers de la presse au niveau de la sous-région, vous comprendrez que la presse burkinabé occupe une place de choix sur le plan du sérieux dans le traitement de l'information, sur le plan, j'allais dire, de la solidarité au niveau de la corporation. Le tout mis ensemble, je pense que la presse burkinabé occupe la place qui est, j'allais dire, la sienne. C'est vrai qu'il y a des réglages à faire. Avec la nouvelle génération, il faut forcément multiplier, accentuer la formation au niveau de ces jeunes pour qu'effectivement, j'allais dire, la crédibilité que les anciens ont pu instaurer puisse se perpétuer. Il n'y a pas à se décourager, tout est possible. Et surtout que quand on vient dans la presse, quand on vient dans le journalisme, c'est d'abord par passion.
Il faut le fameux mot, hein, voilà, la passion. oui, c'est vrai que ça ne nourrit pas son homme, mais vous imaginez que quand vous traitez une information de façon professionnelle et que vous avez un retour donc du lectorat, des auditeurs, des téléspectateurs, c'est comme si vous avez gagné des millions. Mais si par un souci de gain, vous déformez l'information, vous êtes noyé pour toujours. Alors qu'un journaliste sans nom, sans renom, c'est véritablement, j'allais dire un travail sans fondement, sans fondation. Donc je dis simplement, c'est vrai que quand on dit par passion, on dit, il y a des jeunes qui disent, ça ne nourrit pas son homme. Alors que la passion peut nourrir effectivement son homme, parce que dans la passion, tu fais du travail propre, tu fais du travail professionnel, et de par ta renommée, tu peux construire ta propre presse. Et je me rappelle que souvent, moi j'ai fait 23 ans au journal Le Pays, et c'est d'ailleurs là-bas, et je profite de dire merci au fondateur du journal Le Pays, parce que c'est grâce au pays que je suis ce que je suis aujourd'hui au niveau de la presse. Et souvent, on ne vous regarde pas avant de froisser votre papier pour le mettre dans la poubelle. Ça peut vous faire mal, mais c'est formateur. Et aujourd'hui, il y a certains qui se soucient très peu, j'allais dire, de la forme, du fond, même de l'orthographe. Ce qui ne s'applique pas, en matière d'écriture de papier. La grammaire, c'est tellement important, c'est tellement important. Ou surtout au niveau de la presse écrite, quand vous faites publier un article et que le lecteur choisit d'abord de voir la signature avant de se décider à lire ton article, ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, on doit lire l'article avant de savoir qui est l'auteur. Mais comme ici, chacun, on catégorise les uns et les autres, on se dit, si c'est vous, madame, on sait de quel bord il est, on sait ce qu'il va dire. Alors non, dans le journalisme, on ne doit même pas catégoriser quelqu'un. C'est d'abord la production qui doit retenir l'attention du lecteur. Et je crois que de plus en plus, il faut que les jeunes frères s'appliquent davantage. Ils font déjà du beau travail, mais comme je le dis, on ne finit jamais d'apprendre. Vous avez parlé tantôt de nom, de renom. Moi, ça a attiré mon attention parce qu'à un moment donné, justement, il y a des journalistes ou des animateurs qui arrivent à sortir du lot à travers, donc, parce qu'ils sont devenus, si on peut dire, des stars, comme vous, comme d'autres aussi. Comment on arrive en tout cas à avoir, que son nom sorte, à avoir, voilà, qu'on parle de vous à tout moment? Oui, en fait, il n'y a pas de stars dans la presse. Il n'y a que des professionnels. La starmania, c'est peut-être au niveau du sport et tout. Il faut rester simplement humble. Il faut rester humble pour pouvoir avoir, j'allais dire, des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui ne souhaitent que de voir votre production. Il faut s'appliquer tout simplement. On l'a dit tantôt, et rien ne peut remplacer le professionnel. Le professionnalisme exige quoi? C'est-à-dire la sincérité, l'honnêteté et l'humilité. Tant que vous n'avez pas ces valeurs-là en vous, vous allez, j'allais dire souvent, produire pour plaire. Il ne faut pas plaire pour plaire. Si vous écrivez quelque chose qui plaît à quelqu'un et qui est vrai, tant mieux. Si vous écrivez quelque chose qui ne plaît pas mais qui est vrai, tant mieux pour la profession. Et je vous raconte une petite anecdote. Vous savez, dans le milieu du sport, c'est souvent, j'allais dire même c'est beaucoup plus dangereux que la politique, parce que souvent les positions sont tranchées. Un jour, j'ai écrit un article et c'est un responsable, il m'a appelé. Il dit, Monsieur Alexandre, je viens de voir votre écrit, que ce soit la dernière fois que je vois ça. Il dit, merci monsieur, mais je vous apprends que ce n'est pas la première fois que j'apprends ça. Alors qu'il y avait un article déjà au montage pour le lendemain. Donc, il a vu encore l'article, et quand on s'est vu, il a fini par rire, et puis il m'a embrassé. Il dit, il dit, non, ce n'est pas vous qu'on vise. Moi, je travaille pour honorer ma profession. Si j'ai dit quelque chose de mauvais, si j'ai dit quelque chose de faux, aidez-moi à rectifier et de façon humble, on revient sur l'information. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui ne se trompe pas. Quand vous vous rendez compte que vous avez écrit effectivement quelque chose qui ne soit pas vrai, que vous ayez l'humilité de revenir sur l'information.
Donc, le nom ou le renom découle de ce que tu es, ou de ce que tu produis, ou de ce que tu as. Merci en tout cas pour ces clés, ces conseils. Avant qu'on parle bien sûr de vos activités, on sait que vous êtes passionné aussi de sport. Parce que Ramongo Day, c'est justement aussi la compétition de Maracana. Vous avez vu certainement la prestation des étalons à la CAN passée. Aujourd'hui, on est dans l'attente d'un nouveau sélectionneur ou un nouvel entraîneur. Comment vous voyez en fait la composition du nouveau groupe des étalons pour aller en 2025 à la CAN et qui comme entraîneur? Bah, moi, je suis déjà candidat pour être entraîneur. Mais comme je suis à 105% sûr que je ne peux pas donc remplir les critères, je ne peux que souhaiter à la fédération et au ministère d'enrôler un entraîneur qui comprenne mieux l'environnement footballistique national, qui puisse avoir, j'allais dire, cette haine de vaincre, d'aller, de défendre les couleurs nationales. Parce que, avant tout, et je vous le dis, moi j'ai vécu la CAN en Côte d'Ivoire. Si j'ai un peu perdu la voix, c'est en partie à cause de cette compétition très 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 prisée. Et je suis sûr que si les uns et les autres parlent ensemble, si on est assez honnête les uns envers les autres, on ne peut que constituer un beau groupe. Déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde sont là. Et je pense que les étalons doivent enfin nous offrir la médaille. J'allais dire, cette médaille, on l'avait beaucoup espérée en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tard. Nous espérons qu'au Maroc, 2025, si véritablement on travaille dans la solidarité, dans la sincérité, c'est très important. Je pense que les étalons, avec le nouveau groupe, avec la même équipe, je vais dire. Oui, forcément, il y aura quelques aménagements, c'est sûr. Soit l'entraîneur prend ses responsabilités pour, j'allais dire, renouveler certains postes, soit certains joueurs prendront la décision sur eux de prendre un peu leur retraite. Il y a déjà Adama Guira qui l'avait signalé avant la CAN. Malheureusement, il est parti avant la fin sur blessure. Je pense que chacun à son niveau peut apporter quelque chose à l'équipe nationale. Et je pense que les autorités sont conscientes, les supporters sont conscients, les dirigeants de la fédération et du ministère sont très conscients. Dans cette synergie-là, j'ai foi qu'en 2025, nous allons encore faire des merveilles comme au Cameroun. C'est vrai, on a raté le coach en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas tard. La médaille viendra un jour et j'espère que ce sera en 2025. Bien sûr. Parlons maintenant de Ramongo Day. Je rappelle que vous êtes promoteur de cette activité. C'est quoi Ramongo Day? Ramongo Day, si vous voulez, c'est la journée de Ramongo ou la journée du Ramongolais. C'est quoi? C'est un concept. Un concept qui vise, j'allais dire, à créer cette synergie entre les filles et les fils de ce merveilleux village, non, de cette merveilleuse cité. Parce qu'il neige souvent à Ramongo, moins 4 degrés. C'est le seul endroit au Burkina Faso où il neige. Donc, c'est juste pour créer ce cadre de rencontre entre filles et fils de Ramongo et surtout pour offrir, j'allais dire, un créneau à la jeunesse de se retrouver, de fraterniser. Parce que le ciment, le développement de notre pays réside dans la jeunesse. Et quand la jeunesse n'est pas, j'allais dire, unie, il y a souvent des difficultés pour avancer. Et vous figurez-vous, depuis 2016, que nous avons institué donc, ce concept-là à Ramongo. Et d'année en année, nous nous sommes dit, ah, on n'est pas sur le mauvais chemin. Quand on voit la mobilisation à travers les images qui passent, ça veut dire que c'est un grand événement. C'est un grand événement et maintenant je suis, j'allais dire, coincé. Bon, les années se suivent, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Je dis, les moyens se font rares, se raréfient et l'événement prend de l'ampleur. Que faire? Gros point d'interrogation. Et quand on est attaché à sa communauté, à son village, vous savez, le développement, ce ne sont pas seulement les autorités qui doivent prendre cela en main.
chacun dans son village, dans sa contrée, peut faire quelque chose pour la communauté, pour la jeunesse. Vous voyez, avec Ramongode, grâce à IAM qui dit souvent que si chacun, dans chacun des 300 et quelques villages, faisait quelque chose pour son village comme cela, naturellement, ça ne peut que prendre, le développement ne peut que prendre. Et chaque année, grâce à Ramongode, nous avons 3 bourses. C'est-à-dire, les 3 meilleurs bacheliers de Ramongo s'inscrivent à IAM et de façon gratuite. Et nous sommes à 12 boursiers aujourd'hui pour, j'allais dire, des villageois entre griffes qui quittent Ramongo pour venir dans un grand institut comme IAM et qui sortent. Il y a déjà des licenciés qui sont sur le terrain de l'emploi. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et vous savez, Ramongo dit, c'est sport, c'est culture, c'est sensibilisation. Cette année, par exemple, on a choisi de traiter le thème de la cohésion et de la défense de la patrie. Nous sommes dans une situation difficile. Et il faut, j'allais dire, sensibiliser cette jeunesse-là par rapport à cette, à cette solidarité nécessaire à la cohésion et nécessaire au retour de la paix. Donc voilà un peu ce que c'est que Ramongode. Maintenant, on sait que c'était la 8e édition, oui. ce week-end-là. Oui, il y a eu quand même pas mal d'éditions et vous avez dit les éditions passent et la chose prend de l'ampleur, l'activité prend de l'ampleur. Est-ce que vous sentez aussi de l'impact sur la population, l'impact positif surtout? Naturellement, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous prenez les 12 boursiers qui ont des parents soulagés, donc des frais de scolarité pour des études universitaires, ça c'est déjà déchargé. Si vous prenez les établissements, soit au passage, je salue tous les proviseurs, parce que nous sommes partis de 7 établissements, après nous sommes à 13, parce que la compétition sportive met aux prises l'ensemble des établissements secondaires de Ramongo. Les proviseurs ont trouvé un créneau, j'allais dire, d'occupation sportive à ces jeunes-là. Si vous avez vu la finale de la fois dernière, le samedi 17 février dernier, lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match, c'est comme si on était à une finale de CAN. Naturellement, les perdants étaient étalés sur le terrain. J'allais dire, c'est un gazon poussiéreux. C'est ça, Ramongo. Et les autres j'allais dire, ont exprimé une joie terrible jusqu'à embrasser le trophée avant qu'on leur brandisse. Cette joie incommensurable, j'allais dire, ne peut pas être quantifiée. Et mis cela à part, vous savez que c'est également une occasion pour ces jeunes de se faire détecter sur le plan footballistique. Et la fois dernière, il y a eu à la 7e édition, nous avions dans les tribunes des recruteurs qui étaient là. Et il y a un joueur qui a véritablement tapé dans l'œil de ces recruteurs. Et immédiatement, il voulait l'enrôler. Et malheureusement, vous savez qu'au village, souvent on s'inscrit à 7-8 ans à l'école. L'âge a fait défaut. Voilà. Un talent qu'on voulait intégrer dans un centre de formation. Vous savez, c'est entre 14, 15 et 16 ans, mais il avait déjà dépassé l'âge. Mais on a négocié pour que les intéressés puissent le réorienter vers un autre univers. Cette année, peut-être que vous avez la primeur de l'information, l'équipe vainqueur qui est Ramon Yiri a tout raflé. Meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur gardien, le trophée. Et vous savez, à la fin, nous faisons le bilan et lorsque j'ai posté la photo du meilleur gardien, du meilleur joueur, le gardien tout au long du tournoi n'a encaissé le moindre but. Wow. 0 but et il est vainqueur. Et le meilleur joueur a marqué 5 buts. Les 5 buts de son équipe, c'est lui seul qui les a marqués. Et lorsque j'ai fait la publication, tout de suite, il y a un responsable d'un centre de formation, nous sommes là-dessus, qui a demandé à enrôler l'enfant dans son centre qui est à Zaktouli. Wow. Nous avons déjà pris contact avec le directeur de l'établissement qui est d'accord. Vous voyez, c'est ça les retombées de Ramongode. Et il y a un autre invité d'honneur, M. Iliboudo, qui était à Ramongo pour la première fois. Il était tellement émerveillé qu'il a promis d'inviter toute l'équipe vainqueur. Vous savez, du village à la capitale, il y a des gens qui n'ont jamais vu Ouagadougou.
et qui viendront pendant 72 heures aux frais de ce monsieur dans une villa où il y a la piscine, ils vont s'amuser et célébrer leur victoire de la 8e édition. C'est quand même quelque chose qui va rester dans la tête de ces enfants. Forcément. Voilà. C'est intéressant. On revient sur la 8e édition qui s'est passée ce week-end, comme je le disais. Il y avait des invités de marque. Oui, comme Ramongo même est une cité de marque, nous ne pouvons que accueillir des invités de marque. Et l'anecdote, c'est que votre PDG, Aboubakar Sinaba, était là. Oui. C'est d'ailleurs lui qui était le co-parrain avec Mhm. le docteur Aruna Kabore qui s'est fait représenter. Mais on m'a posé une question la veille de l'édition, de la finale. Ah, Monsieur Ramba, est-ce que nous voyons la publicité, est-ce que Sinaba va vraiment venir? Il dit oui, sans être sûr, parce qu'il est très occupé. Mais lorsqu'il est arrivé, tout le village était content. Lui, il était obligé de se cacher un tout petit peu, mais c'est peine perdue. On l'a vite repéré. Il y a l'ancien DG du Trésor de la comptabilité publique, M. Yakambari, qui n'avait jamais mis pied à Ramongo. C'est vrai, il traverse cette belle cité pour aller dans sa région qui est la Boukoudioumou. Il est de Safané, mais qui était là. Quand vous voyez le pasteur Karambiri, même s'il n'était pas là, qui s'est fait, qui s'est fait représenter de façon pratique par son directeur général, le directeur général de sa télé Impact TV. Vous voyez des invités d'honneur comme Agarazou. Il y avait une panoplie d'invités. Le gouverneur était là à travers son SGR. Alors, on s'est demandé si c'est vraiment Ramongo qui accueille tout ce monde. Ils viennent pourquoi? C'est par solidarité avec ce village. C'est par amitié avec Alexandre, certes, mais c'est parce que l'initiative correspond à leur vision. Et je pense que Ramongo doit s'honorer d'accueillir chaque année ses invités. Et quelque chose de très touchant, l'entraîneur national des cadets, Brahima Traoré, que Ramongo n'avait jamais vu. L'année dernière, a dit à chaque édition, nous faisons de sorte qu'une star footballistique soit là. On a commencé par Moumou Dagano, Charles Kaboré, et puis Trois qui était venu l'année dernière et qui a dit au cours du match, et dès qu'il a apparu, on ne regardait plus le match. C'est la star. Et cette année, nous avons eu la chance d'accueillir Brahima Traoré. Vous connaissez Brahima Traoré, qu'on appelle professeur, qui a joué la CAN 98 et qui est venu à Ramongo avec le maillot de la CAN 98. Ça faisait chaud. Il l'a porté. Et il est venu avec comme cadeau la tenue officielle de la CAN des cadets en Algérie. Vous savez que 12 ans après, c'est Brahima qui a qualifié les étalons cadets à la CAN et au mondial en Indonésie. Il est venu avec la tenue officielle pour offrir à l'homme du match, le meilleur joueur. Imaginez-vous ce que ça fait dans la tête d'un enfant de 12, 14 ans d'avoir tout cela. Et je dis simplement, c'est merveilleux. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Et vous avez parlé de sport. On a compris qu'il y a eu donc la finale de la compétition de Maracana. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme activité, puisque vous parlez de la thématique en lien avec la cohésion sociale? Exactement. Il y a une conférence, à chaque édition, nous choisissons un thème principal. Et à partir de ce thème, nous mettons à contribution tous les élèves de tous les établissements de Ramongo qui produisent soit des sketchs, soit des slams. En tout cas, que ça vienne de leur imagination pour interpeller les uns et les autres par rapport au thème. Ensuite, il y a une conférence publique que nous organisons pour que l'ensemble des populations puissent venir écouter, prioritairement les élèves, et ça fait mouche à chaque édition. Et à la fin de la finale, vous savez, il n'y a rien qui puisse remplacer la joie. Quand vous êtes heureux, vous avez un long nez entre griffes. Vous avez l'espérance de vie qui se prolonge. Et donc, à la fin de chaque soirée, nous organisons une soirée musicale à l'air libre sur le terrain avec le concours d'un partenaire. Et c'est l'ambiance, j'allais dire, à feu. Cette année, si vous avez la vidéo, vous allez voir, les jeunes étaient aux anges. Et lorsque je suis revenu le lendemain à la mairie pour dire merci au comité d'organisation, et vous savez, Alexandre n'est rien sans le comité d'organisation. Et je
profite de dire merci à Abdou Rwamba, qui est le coordonnateur général du comité d'organisation, avec l'ensemble de son équipe. Et lorsque je suis revenu pour faire le petit point, chacun dit, s'il vous plaît, M. Rwamba, n'abandonnez pas Ramongo Day. Parce que j'ai compris que c'est l'activité phare attendue chaque année. Vous savez, Ramongo Day se tient normalement le dernier samedi du mois de novembre. C'est seulement cette année que nous l'avons décalé en février, pour la simple raison que j'étais en Indonésie avec l'équipe cadette pour la Coupe du Monde. Et je pensais, j'allais dire, profiter de cette absence pour mettre une croix sur l'édition de 2023. Pas possible. Même le chef a appelé, c'est quand est-ce Ramongo Day. Donc je n'avais pas de choix. Mais je suis heureux de m'investir, même si après chaque édition, j'ai les yeux rouges. Mais l'essentiel, c'est d'abord de fédérer ces énergies, de créer cette ambiance, de créer cette fraternité au sein de la population ramongolaise. Si ce ne sont que la douleur de la poche, après, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ouais. Et il pourvoit toujours. Alexandre Legrand, est-ce que pour ces équipes-là, pour surtout l'équipe vainqueur ou les deux équipes finalistes, vous avez pu quand même leur donner des cadeaux ou une enveloppe? Naturellement. Vous savez, cette année, c'était l'édition la plus relevée. Ah. Et là, j'avais peur. En termes de récompense? En termes de récompense. Parce que le promoteur que je suis n'a que sa disponibilité, son amour pour son village. Mais on n'a pas de partenaire en tant que tel. Et il n'y a que... Bon, comme nous sommes sur une télévision, je profite quand même de dire merci au partenaire principal qui est Salam Assurance. Il y a mon ami Tovio, c'est mon bro, qui me soutient en maillot. Et il y a Coris qui, à travers les responsables que je connais, qui nous soutiennent souvent. Il y a également, comment vous appelez, la commune de Ramongo, parce que tout n'est pas, j'allais dire, matériel, n'est pas financier. La disponibilité, j'allais dire l'accompagnement, dont fait montre la présidente de la délégation spéciale de Ramongo, Mme Saré, ben, on ne peut pas quantifier. Quand vous voyez en bande défilante ce qu'on met comme partenaire, ce n'est pas forcément ce que les uns et les autres nous ont donné en termes d'argent, non. C'est une façon de reconnaître l'effort de chacun dans les conseils, dans l'accompagnement. Donc, cette année, par exemple, on était surpris agréablement que le pasteur Karambiri, qui était un des invités d'honneur, a envoyé non seulement, comme Savane Média d'ailleurs, son DG, toute l'équipe de reportage de la télévision, mais avec des enveloppes. Et ça nous a permis, par exemple, l'équipe vainqueur est repartie avec plus de 300 000 francs comme prix, plus un jeu de maillot, des ballons, des médailles et les honneurs qui sont inquantifiables. L'équipe vaincue, qui généralement n'espère pas grand-chose, est repartie pas avec moins de 125 000 pour un village, parce que généralement les compétitions dans les villages, quand tu as trop récompensé, c'est 50 000, c'est 60 000. Mais Ramongo Day, j'ai eu l'occasion de le dire à travers les interviews, il dit le pasteur Karambiri est venu me créer des problèmes. Parce que l'année prochaine, il faut maintenir le cap. Bon, mais Ramongo a compris que ce sont des prix exceptionnels pour la 8e édition. Nous nous investissons pour mieux préparer la 10e édition. Pourquoi je parle de 10e édition? Parce qu'entre-temps, il y aura la 9e édition. Et je vous ai dit tantôt que cette édition, normalement, devait être jouée en 2023. Mais comme on l'a fait en février 2024, et que le dernier samedi de novembre 2024 doit être consacré à la 9e édition, nous n'avons pas les forces nécessaires pour faire 2 éditions en une année. Nous allons simplifier la 9e édition pour avoir effectivement la 10e édition qui coïncidera avec les 10 ans d'existence de Ramongo Day. Ce sera le 29 novembre 2025. Vous voyez qu'on a déjà vu. Oui, et là, c'est sûr que ça sera une grande édition. Et on vous attend. Oui, on sera là comme d'habitude. C'est sûr que les responsables vont vous accompagner. Naturellement. Merci beaucoup. Comme vous vous projetez déjà donc, dans l'avenir, on va vous souhaiter de réussir encore Ramongo Day. On a épuisé notre temps.
Ben, c'est vite passé. De façon ramongolaise, Oui. c'est vite passé. En tout cas, je profite encore pour dire merci à tous et à chacun. Parce que si je commence à citer, je ne suis pas sûr d'en arriver. En tout cas, merci à tous et à chacun. Que Dieu bénisse chacun et chacune. Que Dieu ramène la paix dans ce pays. Amen. Si cher à tous. Amen. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions avec le doyen Alexandre Legrand Ouamba, dit le Ramongolais. Je rappelle qu'il est journaliste, communicateur et promoteur de Ramongo Day. On en parlait tout à l'heure sur ce plateau. On s'arrête ici pour l'entretien. Vous savez, chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Questions de droit. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Abel Kafando. Il est juriste au Centre pour la qualité du droit et la justice. Bonjour à vous, Monsieur Kafando. Oui, bonjour madame, bonjour tout le monde. Merci bien. Alors, ça fait quelques fois quand même qu'on a reçu Monsieur Kafando du Centre pour la qualité du droit et la justice. Après, on vous donnera donc voilà, les numéros du centre parce que ce centre-là aussi offre de l'assistance judiciaire et juridique. Alors, Monsieur Kafando, aujourd'hui on parle de la détention provisoire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par détention provisoire? Expliquez-nous cette notion. Ok, d'abord, merci pour cette opportunité encore que vous nous offrez d'être sur ce plateau. Et pour aller donc à votre question, la détention provisoire, on peut dire que c'est une mesure privative de liberté décidé par un juge, notamment un juge d'instruction, et à l'égard d'une personne présumée innocente contre laquelle il existe des indices sérieux qu'il aurait commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'1 an. Et pour faire simple, on peut dire que c'est le fait pour le juge d'amener quelqu'un en prison parce qu'on pense que la personne a commis une infraction, même si la personne n'a pas encore été jugée et condamnée. Et la détention provisoire, il faut le rappeler, et selon le Code de procédure pénale, c'est une mesure exceptionnelle. Donc pour dire que même si une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, la mise en liberté est le principe. Et également, c'est une mesure qui est de dernier ressort pour dire que le juge d'instruction, notamment, doit d'abord chercher à trouver d'autres solutions avant de recourir à la détention provisoire qui consiste donc à priver la personne donc, de sa liberté d'aller et de venir. Et priver la personne de sa liberté d'aller et de revenir, c'est peut-être placer la personne, amener la personne au commissariat ou à la gendarmerie. Non, là il y aura donc une distinction entre la garde à vue et la détention provisoire. Okay. Donc la garde à vue, là c'est au niveau donc des commissariats et des gendarmeries. Et ce sont des mesures de police judiciaire. Par contre, la détention provisoire, c'est dans un établissement pénitentiaire comme donc les maisons d'arrêt et de correction. Et je l'ai dit dans la définition que cette décision est décidée par un juge d'instruction. Donc, notamment. On vous amènera, par exemple, à la MACO. Voilà, à la MACO. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut motiver le fait qu'on décide de détenir provisoirement un présumé innocent ou coupable? Ouais. Oui, ici, en droit, essentiellement, donc, en matière de protection des droits humains, on parle de présumé innocent. Okay. Voilà. Même si on a pris quelqu'un, voilà, on pense que c'est lui qui a commis, on l'a pris sur le lieu de l'infraction, on a de motifs sérieux que c'est lui, il est toujours présumé innocent. Toujours présumé. Mais pas présumé coupable. Ok, présumé voilà. innocent. Donc, et maintenant, pour venir donc, aux motivations ou aux objectifs donc, qui peuvent amener un juge donc, à amener quelqu'un en prison, donc en détention, sous les liens de la détention provisoire, il faut voir ça à 3 points. Le premier point, c'est pour le bon déroulement de la procédure judiciaire ou de l'instruction, ou encore ce qu'on appelle communément
de l'information judiciaire. Ici, c'est pour permettre de conserver les preuves et les indices matériels de l'infraction, et aussi pour ne pas que voilà, la personne mise en cause puisse faire la pression sur les témoins ou sur les victimes. Voilà. Et aussi donc pour empêcher à ce qu'il y ait encore la commission d'une autre infraction. Et de notre point de vue, c'est pour la protection de la société de façon générale. Parce que quand on parle, on dit qu'une infraction est commise, et là c'est pour dire que c'est la société qui est touchée. Et donc la personne qui est soupçonnée d'avoir commis l'infraction, on le met en détention provisoire, et peut-être donc pour empêcher un trouble public. Donc pour avoir dans certaines situations quelqu'un, une infraction qui est commise, bon, et si la personne reste toujours dehors, voilà, donc ils peuvent avoir des rébellions, la colère donc des populations. Mais dans le troisième point, ça c'est pour la personne mise en cause elle-même, pour sa propre sécurité, ainsi que de sa famille. Donc quelqu'un qui, bon, on pense qu'il a commis une infraction, si on le laisse dehors, bon, voilà, et il peut avoir des actes de représailles contre cette personne. Et pour le protéger, le juge peut estimer qu'il est nécessaire donc, pour lui de le déposer dans une maison d'arrêt et de correction. Donc, assez de motifs qui peut amener le juge à faire détenir provisoirement la personne. Maintenant, en termes de durée, combien de temps peut durer la détention provisoire? Oui, et merci. Ou doit durer. Voilà, merci pour cette question. Et d'abord, il faut dire que la durée de la détention provisoire, quand vous prenez le code de procédure pénale, et à l'article 100-1, on dit que la détention provisoire, la durée de la détention provisoire est raisonnable. Donc ça veut dire qu'elle ne doit pas excéder un délai raisonnable. Donc pour dire, ça doit être bref. Voilà. Et des fois, à notre niveau, on a des soucis d'appréciation. À quel moment on dit que le délai est raisonnable. Voilà, il est raisonnable, il ne l'est pas. Mais aussi, on dit la durée dépend de la gravité des faits reprochés. Ça dépend de la complexité également des investigations nécessaires concourant à la manifestation de la vérité. Donc, le code de procédure pénale, en fonction donc, des éléments dont j'ai cité, notamment en ce qui concerne la gravité des faits, donc à plafonner la durée de la détention. Par exemple, en matière criminelle, la durée est de 1 an. En matière correctionnelle, pour parler, si c'est un délit, c'est 6 mois. Mais, par exemple, ce délai de 6 mois en matière correctionnelle peut être renouvelé une seconde fois. Donc, pour dire 1 an. Donc, un présumé innocent ne doit pas rester dans les liens de la détention provisoire au-delà d'1 an. Et en matière criminelle, c'est 2 ans. Mais il y a des exceptions toujours à ce niveau. Parce qu'il y a des infractions que le Code de procédure pénale estime qu'au regard donc, de la complexité des investigations, il faut encore prolonger donc, la durée. Et là, c'est pour ce qui concerne donc, les actes de grand banditisme, la pornographie infantile, les tortures et pratiques assimilées. Et il y a autre infraction donc bien déterminée par le Code qui dit que en matière criminelle, on peut renouveler cette détention, la durée de la détention provisoire en ce qui concerne ces infractions, jusqu'à 4 fois. Et en matière, voilà, par exemple, en matière criminelle, 4 fois, ça va devenir 4 ans. Et en matière correctionnelle, ça va devenir 2 ans. Mais il y a une catégorie d'infractions pour laquelle il n'y a pas de limitation en ce qui concerne le renouvellement. Là, c'est pour les personnes suspectées de terrorisme. Donc, où la personne peut être maintenue jusqu'à ce que voilà, il soit conduit devant la justice. Mais il y a aussi une exception en ce qui concerne donc, les enfants. Donc les enfants en conflit avec la loi. Et là, en matière criminelle, la durée c'est de 6 mois. Et en matière correctionnelle, c'est 3 mois, renouvelables une fois. Donc, mais il y a toujours des exceptions, des exceptions qui permettent encore, mais c'est toujours encadré
Voilà, donc la durée de la détention provisoire. Donc ça dépend. Oui, ça dépend voilà, des infractions, de la complexité des investigations. Alors, M. Kafando, est-ce qu'il existe aussi des alternatives à la détention provisoire? D'autres alternatives? Oui, il y a des alternatives, puisqu'on dit que la détention provisoire, c'est un recours de dernier ressort. Mais quand on prend notre code de procédure pénale, nous constatons que l'alternative principale qui est préconisée, c'est le contrôle judiciaire. Ici, c'est une mesure qui permet au juge de restreindre les libertés d'une personne, voilà, mise en cause, en lui imposant un certain nombre d'obligations. Mais la personne n'est pas en prison. La personne, donc, en fonction donc, des obligations, par exemple, le juge peut décider que la personne ne doit pas sortir dans les limites territoriales d'une zone donnée. Voilà, mais c'est le juge qui détermine. Mais là, tu restes oui, en liberté. Voilà, en liberté. Et on peut voilà, demander à la personne de ne pas se rendre dans certains lieux. Voilà, ou bien on peut demander à la personne, lorsqu'elle va se déplacer, elle est obligée d'informer le juge d'instruction. Okay. Il y a autre mesure, mais qui n'est pas préconisée dans notre code de procédure pénale, mais qui ailleurs, on le voit, il y a l'assignation à résidence. Mais ici, le problème, même si c'était prévu, il y aurait un problème d'adréchage. Donc, bon, tu es assigné à résidence, tu es là. Mais des fois même, bon, vu que l'adréchage n'est pas ça, bon, ça serait difficile même de contrôler si la personne est là ou voilà. Il y a d'autres aussi qui préconisent la surveillance électronique. Là, à travers un bracelet électronique, bon, tu es là, tu circules comme tu veux, mais à travers le bracelet électronique, on contrôle tes... On peut te récupérer. Voilà. Donc, en cas de besoin, donc il est plus facile, voilà, pour qu'on puisse ramener à la raison. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de cette détention provisoire-là sur notamment le concerné et les proches du concerné et sa famille? Oui, et ici, d'abord, il faut dire que la détention provisoire, quand on regarde l'état des lieux de nos établissements pénitentiaires, c'est un facteur de la surpopulation carcérale qui, quand on parle de surpopulation carcérale, ça va avec les inconvénients que ça pourrait avoir, notamment les mauvaises conditions de détention. Donc d'abord, ça pose problème donc, pour le détenu lui-même, mais voilà, pour l'établissement pénitentiaire de façon générale. Et sur la personne, d'abord, tu es présumé innocent. Tu n'es pas coupable, parce qu'aucune juridiction n'a déclaré que tu es coupable. Mais on te prive de ta liberté. En te privant de ta liberté, il y a un certain nombre de tes droits qui seront violés. Donc tu es là, tu ne travailles plus, et tu n'es plus, en fait tu ne fais rien. Voilà. Il y a autre conséquence, c'est le regard même de la société, au cas où même cette personne est déclarée non coupable et qu'elle sort. Et deux fois, chez nous... Tu as quand même fait la prison. La prison. Même donc, si ton casier n'est pas sali, les gens ne regardent pas. Voilà, tu as fait la prison. Ouais. Et voilà. Et ou encore, bon, donc ça fait qu'à un certain moment, certaines personnes sont obligées de se déplacer ou aller en aventure pour pouvoir recouvrer la quiétude et la tranquillité. Donc, un certain nombre de conséquences, il y en a assez, mais ce qu'il faut retenir ici, essentiellement pour la personne et sa famille, c'est quand je parlais donc de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée, et la famille qui voit un de ses proches en prison, mais bon, on ne sait pas si effectivement il est coupable ou pas. Voilà, il est privé de sa liberté, il n'est plus actif économiquement. Voilà, donc ça, c'est des conséquences indirectes, voilà, sur la famille. Et le constat qu'on fait aussi au niveau de nos prisons, c'est qu'il y a souvent des gens qui sont détenus provisoirement pendant un long temps. Donc, des détentions provisoires prolongées. Quelles sont les stratégies aussi mises en œuvre pour raccourcir ça, pour éviter en fait ces détentions prolongées? Oui, et merci pour cette question très pertinente. À ce niveau, il faut d'abord que le Code de procédure pénale de 2019 a
introduit des innovations. Donc, quand vous prenez le code de procédure pénale, en ce qui concerne la détention provisoire, vous vous rendrez compte que le législateur a bien voulu résorber cette question, d'abord en plafonnant le nombre de renouvellements de la durée. Ah. Il y a 4 fois, vous avez dit non? Oui, mais avant, il n'y avait pas de limitation. Donc, ce qui fait que vous pouvez trouver des gens qui sont en détention provisoire pendant 10 ans. Et après, même si la personne est jugée et condamnée, la personne n'allait pas faire 5 ans. Mais bon, la personne n'a pas été jugée, puisqu'il n'y avait pas de garde-fou. Donc, voilà. Bon. Dans ce cas, pour les 5 ans que vous avez fait en prison gratuitement, parce que votre peine c'était 5 ans, vous avez fait 5 de plus, est-ce qu'on vous paye des dommages et intérêts? Malheureusement, dans notre système pénal, il n'y a pas cette disposition, il n'y a pas ce mécanisme. Non. Sinon, dans d'autres contrées, et en cas d'erreur judiciaire, voilà, comme je suis en cas d'abus, vous avez droit à être indemnisé. Mais dans notre contexte, et dans notre, comme je dis, dans nos textes, ce n'est pas encore prévu. Voilà. Et donc je pense que je parlais... Donc, on parlait justement des garanties. Donc vous avez dit au moins le renouvellement, c'est jusqu'à 4 le plafonnement. Donc, et à travers le plafonnement, donc, ça permet également d'obtenir la liberté, ou la libération d'office de certaines personnes, toutes les fois que le plafonnement n'est pas respecté. Donc, on peut le présumé innocent, la personne concernée peut elle-même demander sa libération d'office, ou le procureur peut demander la libération d'office, ou encore s'il n'y a plus un titre de détention, alors, et même donc la maison d'arrêt, le directeur de la maison d'arrêt peut ordonner la libération donc, de la personne concernée. Donc voilà quelques garanties qui puissent, qui arrivent à résorber cette question donc, de la détention provisoire et abusive ou prolongée donc, dans certains cas. Ok. Merci bien. Alors, je rappelle que M. Kafando est juriste au Centre pour la qualité du droit et la justice. Et justement, le dernier mot, c'est concernant le CQDJ. Rappelez-nous ce que vous faites et puis voilà comment bénéficier de votre accompagnement. Oui, et le CQDJ, donc Centre pour la qualité du droit et la justice, est une association donc, qui porte la vision de faire du droit un instrument de changement social. Et le CQDJ intervient notamment en matière de droits humains et en matière de sécurité humaine, mais surtout en matière donc, de facilitation de l'accès à la justice aux personnes vulnérables, notamment par l'assistance juridique et judiciaire. Et sur la thématique d'aujourd'hui, le CQDJ, depuis 2017, a installé des cliniques juridiques au sein donc, de certaines maisons d'arrêt et de correction de Burkina Faso, et à travers un projet qui était dénommé « Lutte contre les détentions provisoires abusives et réduction de la surpopulation carcérale ». Donc, à travers ces interventions, le CQDJ donc, a pu porter assistance à un certain nombre de détenus, puisqu'on s'est focalisé sur la détention provisoire. Et puisqu'on dit que c'est une problématique, donc pour les droits des personnes concernées et même pour l'efficacité de notre système pénitentiaire. Voilà. Et nous continuons donc ces interventions qui, à travers d'autres actions d'influence, de plaidoyer auprès des autorités en vue de l'amélioration des conditions de détention de ces personnes. Merci. Notre temps est terminé. Est-ce que vous pouvez laisser l'adresse de la CQDJ? Donc, du CQDJ. Donc, voilà. Si vous avez besoin de contacter le CQDJ, vous pouvez appeler le 65 67 39 56. Merci bien. Monsieur Abel Kafando, il faut le rappeler, est du CQDJ, donc le Centre pour la qualité du droit et la justice. On s'arrête ici pour questions de droit. On s'arrête ici également pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres aventures avec d'autres chroniques à développer. Allez, portez-vous bien.